Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne. Une information judiciaire a été ouverte en ce début de mois de mai par le parquet fédéral de Bruxelles suite à la révélation de faits qui tendent à démontrer les ingérences du Maroc à Bruxelles. Cette nouvelle affaire jette une ombre sur la capacité du Parlement européen, mais aussi d'une partie du monde politique belge à se départir d'influences extérieures en général et d'influences marocaines en particulier. La presse belge a révélé que le nouvel article du Code pénal belge criminalise les ingérences étrangères dans un processus démocratique. Par le passé, prêcher la bonne parole au profit du Maroc ou d'un autre pays n'était pas illégal tant qu'il n'y était pas démontré qu'il y avait eu corruption. Mais le Marocco-Gate a changé la donne. La dernière enquête en date viserait l'ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Hammer, ainsi qu'une association appelée les Amis du Maroc. La justice belge s'intéresse également au Sahara occidental et au positionnement de Hugues Bayet, bourgmestre d'une commune wallonne belge, député fédéral et ancien eurodéputé. Il promeut le plan d'autonomie du Sahara occidental et a créé il y a 2 ans, jour pour jour, un comité de soutien pour inciter le gouvernement belge à opter pour cette solution. Latifa Ait Bala, députée régionale au Parlement bruxellois, risque gros car les différents rapports ont démontré qu'elle entretient des relations étroites avec la DGED, le service de renseignement extérieur et de contre-espionnage du Maroc. En décembre 2023, l'Office belge pour la répression de la corruption a rédigé un rapport basé sur l'émission de télévision Investigation, diffusée par nos confrères, la chaîne belge francophone RTBF, révélant les liens étroits de 2 députés avec le Maroc. Ces 2 députés sont bien sûr Hugues Bayet et Latifa Ait Bala. Pour apporter plus de lumière sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir par Skype Yann Fermand, avocat spécialiste en droit pénal international et fervent soutien au principe de l'autodétermination du Sahara occidental. Sur le plateau, Zine Cherfaoui, directeur de rédaction au quotidien El Watan, et Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, le CNA-SPS. Le vrai dialogue, c'est maintenant. Bonjour à tous les 3 et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je poserai peut-être la première question à Maître Yann Fermand de Bruxelles. Maître Fermand, de tout temps, l'autodétermination des peuples est un principe fondateur. Pourquoi il marche pour certains pays et pas pour d'autres ? Alors, tout d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que c'est de tout temps un principe fondateur. C'est un principe qui a été, je dirais, consolidé dans le droit international, notamment dans les 2 pactes de l'ONU sur les droits politiques et civils d'un côté, économiques et sociaux de l'autre côté, après d'âpres luttes des peuples colonisés pour leur droit à l'autodétermination. Donc, l'autodétermination des peuples n'était pas la règle, n'était pas la norme pendant très longtemps. Les peuples étaient colonisés et c'était la colonisation qui était la norme. Donc nous sommes bien dans une situation où ce principe, y compris au niveau du droit, n'a été introduit, n'a été consolidé que par des luttes des peuples essentiellement d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, parfois des luttes très, très sérieuses, graves, des guerres de libération nationale. Alors,
ce processus, effectivement, n'est pas tout à fait terminé. Le processus de décolonisation n'est pas tout à fait terminé. Il y a le peuple palestinien qui ne bénéficie pas encore de son droit à l'autodétermination et le peuple sahraoui, où là, clairement, nous sommes dans une situation coloniale qui n'a pas été réglée par un exercice du droit à l'autodétermination. Donc, en fait, le colonisateur espagnol, au moment où il est parti, donc il a procédé à la décolonisation. En réalité, le Maroc a pris la place et exerce son autorité de fait sur ce territoire depuis lors, mais sans qu'il y ait eu une possibilité pour le peuple sahraoui d'exercer son autodétermination. Et donc, cette question, à mon avis, ne peut être réglée que par un mécanisme qui permet au peuple sahraoui d'exercer son autodétermination et donc de choisir l'indépendance, une autonomie, un rattachement à la Maroc. Mais ça, c'est au peuple sahraoui et ce n'est que comme ça que l'affaire va être réglée. Donc, Monsieur Ayachi, ce choix dont Maître Fermand parle, il s'agit certainement du référendum. Ça fait maintenant à peu près un demi-siècle que le Sahara occidental est en partie sous domination marocaine. Sincèrement, qu'est-ce qui freine? Pourquoi le Maroc refuse de négocier, par exemple, directement avec les représentants du Sahara occidental? Je voudrais revenir à cette référence pour l'histoire de la pensée juridique du fait que ce principe d'autodétermination, c'est d'abord un concept américain. Pourquoi? Il est basé sur des arrière-pensées politiques. Le président Wilson, en 1926, a avancé ce concept élaboré par ses équipes juridiques, tout simplement pour affaiblir les États coloniaux et permettre l'émergence de l'État américain. Donc les États coloniaux, en l'occurrence en ce temps-là, c'était la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, etc. Et l'Amérique étant intervenue dans la Première Guerre mondiale, il fallait qu'elle ait sa place dans le concert des nations, et la première autant que faire se peut. Et puis, par la suite, il y a eu les mouvements nationaux avec les mouvements de libération qui sont arrivés dans les années principalement 60 et 70, et elles ont accouché de ces luttes de libération qui ont émaillé la vie internationale et qui a amené l'Organisation des Nations Unies, qui entre-temps s'est enrichie de la participation de nouveaux membres encore, et elle a imposé, je rappelle pour la petite histoire, les manifestations de décembre 1960 en Algérie, et c'est la même année. C'est les échos de ces manifestations de Bellecour à Alger ont résonné dans les couloirs des Nations Unies, qui ont accouché le 14 décembre 1960 de la résolution 1514 du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui donne le droit au peuple colonisé à s'autodéterminer, c'est-à-dire à choisir librement leur destin. Concernant le Sahara occidental, ce principe est tellement ancré, et vous savez que sur le plan juridique, le problème sahraoui d'une clarté aveuglante. Il se résume en deux points très courts. Le premier, c'est un territoire enregistré sur les tablettes des Nations Unies comme un territoire non autonome. Deuxième point, les territoires non autonomes, qui veut dire territoire colonisé. Les territoires non autonomes, les peuples des territoires non autonomes ont le droit à choisir librement leur destin. C'est le droit de... La merci dite, dans le cas du Sahara occidental, il faut l'autodétermination pour pouvoir permettre au peuple sahraoui de s'autodéterminer, de s'émanciper s'il le veut. Et à ce point, là, je veux dire que cette doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation, elle a trouvé son application à travers le Conseil de sécurité par la naissance de la MINURSO. La MINURSO est l'acronyme de Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. La mission de cette entité onusienne est d'organiser le référendum d'autodétermination. Et je voudrais compléter en disant que même l'Algérie, qui a fait une guerre de libération de 7 ans et demi et qui a vu des destructions innommables dans son pays, avec 1,5 million de martyrs à la clé, nous avons
terminer cette lutte de libération par un référendum d'autodétermination organisé le 1er juillet 1962. En application du droit international qui a permis au général de Gaulle, par une pirouette, j'allais dire, politico-diplomatique, de dire que la France se plie au résultat du référendum, qui en fait est le résultat des trucs. Très bien. Monsieur Cherfaoui, comment vous expliquez le fait qu'un certain nombre d'États souverains respectent le principe d'autodétermination des peuples et d'autres États souverains non? Moi, je pense que nous sommes dans une situation où la notion de droit international, en fait, n'est qu'illusoire. On a une Assemblée des Nations Unies qui est censée être l'émanation de tous les États de la planète. Il y a une charte des Nations Unies. Nous sommes au XXIe siècle. L'humanité a suffisamment d'expérience et suffisamment d'acquis pour comprendre aujourd'hui que la paix dans le monde non seulement n'a pas de prix, mais il faut, aujourd'hui tout le monde a pris conscience qu'il est important pour régir le monde, il est important que le droit international soit respecté. Mais aujourd'hui, lorsque l'on se penche de très près sur les affaires du monde, on se rend compte que ce droit international n'est pas respecté du tout, ou du moins on est dans un rapport de deux poids, deux mesures. Alors le droit international, on le respecte lorsqu'il s'agit, lorsqu'on parle d'État du Nord, mais il ne l'est pas lorsque l'on parle d'État du Sud. Ce qui se passe aujourd'hui pour le Sahara occidental, c'est bien simple. Comme venait de le dire le docteur Hayashi, les choses sont claires. Le droit international aujourd'hui donne le droit au peuple du Sahara occidental de s'autodéterminer. Mais aujourd'hui, le Sahara occidental et le peuple du Sahara occidental n'a pas la possibilité de s'autodéterminer, tout simplement parce que le Maroc jouit de complicité au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué parce que lui qui est censé faire respecter le droit international, eh bien, il ne reconnaît pas ce droit international. Pire encore, il le foule aux pieds. Donc c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on a une situation de blocage au niveau du Sahara occidental. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une politique du double standard. Vous avez des États qui, normalement, doivent s'inscrire et doivent aller dans le sens de l'histoire. Or, ils ne le font pas. Maître Fermand, l'ancien sénateur belge Pierre Galland, vous le savez, depuis le début de ce conflit, il a pris à bras-le-corps la cause des Sahraouis. À chaque fois qu'il s'exprime, quand il parle de cette cause, il dit toujours du Sahara occidental qu'il est le dernier pays d'Afrique qui n'est pas encore indépendant. Mais j'ai l'impression qu'il oublie de dire aussi, malheureusement, que c'est le dernier pays, c'est vrai, qui n'a pas encore eu son indépendance, mais qui est colonisé par un autre pays africain. Ça, c'est peut-être inédit. Et je reviens à cette entité des Nations Unies qui s'appelle la MINURSO, c'est cela? Et pourquoi elle peine à organiser un référendum, Maître Fermand? Elle peine à organiser un référendum parce qu'elle n'a évidemment pas la maîtrise du terrain. Et donc, le Maroc en réalité, exerce l'autorité sur ce territoire, même s'il n'y a aucune base légale pour exercer cette autorité. Et donc l'ONU ne peut évidemment pas faire la guerre au Maroc pour pouvoir organiser un référendum. Je trouve que votre référence à Pierre Galland, à mon ami Pierre Galland, est intéressante parce que Pierre Galland, effectivement, est un très grand militant de la cause sahraoui, mais aussi de la cause palestinienne. Et donc, je pense que Pierre Galland est en fait l'illustration vivante du fait que le droit international, il n'y a pas de police qui impose ou qui arrache le droit international. C'est le peuple qui impose le respect du droit international.
c'est les peuples qui imposent en menant des luttes dans leur propre pays, dans leur propre situation, pour que leur gouvernement respectif respecte le droit international. Et ça, c'est la lutte que Pierre Galland, je dirais, ça et la Palestine, dont il a fait les causes de sa vie. Et il a raison, parce que ce n'est que de cette façon-là que, effectivement, les doubles standards dont parlait l'orateur précédent peuvent être dépassés. Ce n'est que de cette façon-là que les principes de droit international qui sont, je dirais, les résultats des luttes du passé des peuples peuvent devenir une réalité. Sinon, si cette composante est absente, la lutte sur le terrain et la solidarité internationale, si cette composante est absente, oui, effectivement, les règles de droit international deviennent, je dirais, des règles ou des prétextes de manipulation. On soutient à gauche ou à droite une soi-disant lutte pour l'autodétermination, mais en réalité, on cherche à diviser un pays ou on cherche à semer la pagaille chez des pays dont qu'on espère pouvoir déstabiliser. Donc, l'alternative à la manipulation du droit international, à la manipulation des règles de droit international pour les intérêts des pays occidentaux, c'est les luttes des peuples qui, eux, peuvent obliger leurs pays, obliger les pays, y compris les pays occidentaux, à respecter ces règles de droit international. Et on l'a vu avec la lutte contre l'apartheid, et on le voit aujourd'hui avec Gaza, parce que tout ce qui peut avancer dans un sens positif pour Gaza, c'est le résultat des luttes qui se mènent à travers le monde entier. Rappelez-moi très rapidement, avant de poser ma prochaine question à M. Hayachi, Maître Fermand, quelle est la position officielle de l'État belge vis-à-vis du Sahara occidental? Alors, la position officielle est très ambiguë, hein, parce que d'un côté, on affirme son soutien aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et les résolutions du Conseil de sécurité. Donc d'un côté, on a, je dirais, on affirme que les règles de droit, on souhaite le respect des règles de droit international, mais d'autre part, notamment dans le cadre des discussions économiques, etc., encore récemment, les responsables belges disent que le plan d'autonomie du Maroc est un effort sérieux et crédible et une bonne base à partir de laquelle une solution pourrait être construite. Alors que ce plan d'autonomie, le grand défaut de ce plan d'autonomie, c'est que précisément, il ne prévoit pas dans une possibilité pour le peuple sahraoui d'exercer, de se prononcer et d'exercer à travers un référendum, son droit à l'autodétermination. Donc, ces deux affirmations, d'une part, on est fidèle aux résolutions de l'ONU et aux règles, enfin, aux décisions de l'ONU, que ce soit l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, et d'autre part, on soutient un plan qui en réalité n'est pas conforme à ces décisions des Nations Unies, c'est évidemment extrêmement contradictoire et on sait que derrière, il y a les relations à différents niveaux, les questions économiques, les questions de l'immigration marocaine en Belgique, les questions aussi des réfugiés où l'État belge souhaite ou espère pouvoir instrumentaliser le Maroc comme d'autres pays de l'Afrique du Nord pour essayer je dirais, de freiner l'immigration. Donc voilà, on voit tous ces intérêts jouer et une position totalement ambiguë qui en résulte, où on dit un peu tout et son contraire. Oui, c'est un peu en même temps d'Emmanuel Macron. Mais on va revenir tout à l'heure à la Belgique, à ses influences et à ses lobbying. Monsieur Hayachi,
Quand est-ce qu'il y aura, selon vous, un véritable référendum pour en finir avec cette question des Sahraouis qui remonte à 1975? Vous savez, le droit international, c'est quasiment le code de la route des relations internationales. Et sa mission, c'est de pouvoir assurer la paix et la sécurité dans le monde et les bonnes relations entre les nations. Si le code de la route n'est pas respecté, vous avez dans une agglomération, bien entendu, des carambolages et des accidents, surtout si celui qui est chargé de veiller au respect du code de la route lui-même permet ce genre d'écart et de dérapage. Et c'est ce qui se passe, ce dont parlait mon ami Zine Sharfaoui tout à l'heure, le double standard, le deux poids, deux mesures. Lorsque celui qui règle la circulation veut laisser passer ses copains, mais il bloque les autres. Il y a une quarantaine peut-être de résolutions du Conseil de sécurité qui reconnaissent au peuple sahraoui le bénéfice du référendum d'autodétermination. On l'a dit tout à l'heure, la MINURSO a été créée pour ça. Vous savez que la MINURSO est dans une situation tout à fait kafkaïenne. Elle a été créée pour veiller au respect du cessez-le-feu entre les deux belligérants. Il n'y a plus de cessez-le-feu. Et elle est chargée d'organiser les référendums. Hassan II l'a bloqué en 1997 dans sa trajectoire de préparation du référendum. Ce qui fait que la MINURSO existe pour rien. Bon, elle a le mérite d'exister, c'est vrai, mais elle n'a plus aucune fonction. Si on veut pinailler, elle a un budget de 60 millions de dollars par an, pour rien du tout. Et maintenant, rappelons quand même, et c'est très important de le faire, que les Sahraouis, jusqu'à 90, étaient militairement gagnants sur le terrain. Ils taillaient des croupières à l'armée marocaine. Et c'est le roi Hassan II qui a demandé le cessez-le-feu. C'est lui qui a dit il faudra qu'on s'arrête parce qu'il y a trop de désastres, de massacres. Et les Sahraouis ont accepté de signer un cessez-le-feu à la seule condition. Ils n'ont pas dit on veut notre indépendance. Ils ont dit on respecte le droit international, organisez-nous un référendum d'autodétermination. Et la MINURSO a été installée, on s'est lancé dans les étapes d'identification des votants, etc. et tout le truc. Et après, celui qui règle la circulation s'est mis à faire des embardées. On accouche d'une résolution chaque année qui reconnaît au peuple sahraoui le bénéfice du référendum, mais on ne l'applique pas. On nous sort même autre chose. Maître Fernand vient de le rappeler, solution juste, réaliste, ayant l'aval des deux parties. C'est de la phraséologie pour tout simplement faire une enfumade et d'une certaine façon ne pas appliquer le référendum d'autodétermination. L'autodétermination, c'est dire à un peuple qu'est-ce que vous voulez faire de votre destin. Voulez-vous être attaché au Maroc ou voulez-vous être indépendant? On a même pris en charge les Sahraouis, et il faut leur reconnaître cela, on a même pris en charge la question est-ce que vous voulez vivre dans une autonomie accordée par le Maroc, qui n'existe pas. Vous savez que c'est une incongruité juridique, le concept d'autonomie. On ne donne l'autonomie qu'à une parcelle de terrain qui se trouve à l'intérieur de vos frontières. On peut pas, vous ne pouvez pas aujourd'hui, la France, donner l'autonomie au Luxembourg. Il ne fait pas partie de la France. La France peut donner l'autonomie, si elle le veut, à l'Alsace, ou je ne sais pas à quelle autre partie de son territoire. Mais le Maroc, on dit non, mais il propose une solution généreuse, certains disent. Généreuse. Et généreusement, il propose l'autonomie. Mais il ne peut pas poser l'autonomie d'un territoire qui n'est pas le sien. Les frontières internationales reconnues du Maroc s'arrêtent à Ouadenoun. Ils ne vont pas plus loin. La preuve, c'est que le dossier du Sahara occidental est catalogué comme un problème de décolonisation au niveau de l'ONU. Donc, il n'y a pas j'allais dire, à s'échapper de cette configuration d'organiser un référendum, sauf si on ne peut pas l'organiser, on ne veut pas l'organiser parce que le résultat peut être défavorable au Maroc, alors on le bloque par plusieurs arguties. Il faudra, d'une certaine façon, que le Maroc trouve son compte, il faudra éviter l'effondrement de la monarchie marocaine, etc., etc. Monsieur Zine Sharfaoui, je le rappelais dans l'introduction, vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur, directeur de la rédaction du quotidien francophone algérien El Watan. Comme la presse internationale, vous avez couvert ce qu'on a appelé à Bruxelles le Maroc Gate.
récemment, il y a eu des rebondissements par rapport à cela. D'un mot, comment ce Marocgate a été perçu au Maghreb, en Algérie en l'occurrence, par la presse et par, j'allais dire, le citoyen lambda? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais juste rajouter un petit complément par rapport à la question du Sahara occidental. C'est qu'aujourd'hui, la faillite du Conseil de sécurité, je ne parle pas de la faillite de l'ONU, personnellement j'estime que cette organisation elle a failli sur beaucoup de dossiers, mais elle reste importante. Il suffit juste de la réformer pour qu'elle puisse jouer son rôle. Alors, la faillite du Conseil de sécurité a prouvé que la notion de droit international, pour une large part, est chimérique. Et c'est ce qui a amené le peuple du Sahara occidental, justement, à perdre confiance dans le Conseil de sécurité. Le docteur Hayashi l'a rappelé tout à l'heure. Le Conseil de sécurité a accouché d'une quarantaine de résolutions favorables à la notion de référendum d'autodétermination, favorable donc au peuple sahraoui, mais aucune d'elles n'a été appliquée parce que le Maroc jouit d'une impunité au niveau international. Il est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Le précédent président n'a pas hésité à reconnaître entre guillemets la marocanité du Sahara occidental en échange de la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël. Donc c'est devenu un objet de marchandage et on se rend compte que la notion d'autodétermination, eh bien les Américains, ils n'en ont que faire. Vous avez la France aussi qui protège le Maroc et qui fait tout pour que ce référendum n'ait pas lieu. Il y a aussi l'Espagne qui a une responsabilité historique dans ce que subit aujourd'hui le peuple du Sahara occidental, qui est la puissance administrante encore officiellement de ce territoire, et donc qui a une responsabilité historique, et donc qui n'assume aucune de ses responsabilités, et pire encore, donc ils sont complices du Maroc qui viole pratiquement de manière massive et systématique les droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, et qui pille les ressources minières du Sahara occidental. Vous savez tous que le Sahara occidental est un pays qui est riche en poissons, riche aussi en phosphate. Le Maroc vend illégalement l'équivalent d'1,5 milliard de dollars de phosphate par année. Donc maintenant on comprend mieux pourquoi tous ces pays-là sont complices du Maroc et pourquoi tous ces pays-là ne veulent pas que le problème se règle. On est dans une nouvelle forme de néocolonialisme. Et comme le peuple sahraoui a perdu confiance dans le Conseil de sécurité, eh bien il n'a plus confiance dans le droit international qui dans l'absolu est magnifique, mais qui n'est pas applicable sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le peuple sahraoui a repris les armes, alors qu'il avait accepté de faire taire les armes durant les années 90 parce qu'on lui avait promis que son droit à l'autodétermination allait être appliqué. Donc voilà, aujourd'hui, le monde maintenant est devenu une jungle. Et maintenant, plutôt que d'appliquer le droit international, on applique la loi du plus fort. Et c'est malheureux, Le peuple palestinien l'a compris, et c'est la raison pour laquelle, il a décidé aussi. On lui a fait miroiter plein de promesses aussi. Il y a un processus de paix qui a commencé depuis les accords d'Oslo, mais qui n'a jamais abouti à rien, si ce n'est qu'à un dépeçage encore de son territoire. Et c'est la raison pour laquelle, en octobre 2023, il décide aussi de reprendre les armes, parce que les voies de recours politiques, les voies de recours juridiques, les voies de recours diplomatiques sont toutes bloquées. Cela pour la question du Sahara occidental. Et oui, votre interlocuteur de Belgique a entièrement raison. Oui, mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre, ou du moins on revient à l'idée selon laquelle une liberté ne se donne pas, elle s'arrache, et tous les peuples opprimés aujourd'hui ont décidé de prendre le destin en main et d'arracher leur indépendance et leur liberté. Malheureusement, le droit international est encore une grosse chimère. Votre perception vraiment ici
de ce côté-ci de la Méditerranée par rapport à la question de la corruption dans des pays occidentaux dits démocratiques. Oui, oui, bah, écoutez, vous faites allusion à ce que la presse a appelé le Qatargate, qui a évolué en Maroc Gate. Bah, écoutez, alors il y a un rapport avec ce que nous venons de dire. Donc le Maroc, pour acheter la complicité dont il jouit au niveau international et pour acheter surtout la complicité des Européens, à la fois donc pour son entreprise coloniale au Sahara occidental, mais aussi pour que l'on ne parle pas des violations massives des droits de l'homme au Maroc même. Et donc il achète des députés au niveau du Parlement européen. Écoutez, au moment où nous parlons d'un Maroc, un pays qui est une monarchie moyenâgeuse. Officiellement, c'est un système semi-parlementaire, mais dans les faits, il fonctionne comme il a fonctionné il y a à peu près 70 ans. C'est le roi qui décide de tout, qui régente la vie de tout le monde et qui a privatisé le Maroc, parce que tout lui appartient en réalité. 40-50% des richesses du Maroc aujourd'hui appartiennent à la famille royale, qui a un train de vie des plus tapageurs, alors que vous avez la moitié de la population du Maroc qui est au chômage. Vous avez des régions qui sont extrêmement pauvres. C'est pas moi qui le dis. Vous avez des rapports de l'ONU qui sont extrêmement. De la question Mais de la corruption. je vais y répondre. Le Maroc est l'un des pays, c'est le pays le plus inégalitaire en Afrique du Nord. Donc c'est pour vous dire. Et donc pour que l'on ne parle pas de tout ça, le Maroc achète des politiques. Alors en 2022, en décembre 2022, grâce à un article d'un journal allemand qui s'appelle Der Spiegel, qui publie un article, justement, il fait des révélations fracassantes où il prouve par A plus B, avec des documents preuves à l'appui, que le Maroc principalement la DGED, c'est un service de renseignement marocain, qui a travaillé au corps un certain nombre de députés. Il a réussi à les acheter. Et pourquoi il les achète? Donc il a acheté des députés italiens, par exemple, et le but, c'est d'amener le groupe socialiste au niveau du Parlement européen, non seulement à essayer de faire basculer une opinion qui était favorable aux Sahraouis, donc dans le camp des Marocains, mais il a essayé aussi d'amener les députés à ne pas voter de résolution sur les violations massives des droits de l'homme au Maroc. Au moment où nous parlons, il y a des journalistes en prison au Maroc. Moi, je pense à Raïsouni, je pense à Omar Radi, qui en ont pris pour 5 ans. On leur a monté des dossiers de mœurs. Et vous avez aussi, je fais aussi allusion à Zafi, qui est un militant de la région du Rif, qui a été condamné à 20 ans tout simplement pour avoir demandé un plan de développement pour la région du Rif, qui est la région la plus pauvre du Maroc et qui est une région aujourd'hui qui est gérée par l'armée et non pas par le gouvernement marocain. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'on parle comme ça, que l'on dise qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont complices de la politique répressive du Maroc. Très bien, monsieur Maître Fermand. On va s'arrêter un temps soit peu par rapport à ces nouveaux rebondissements, par rapport à ce qu'on a appelé de manière assez pompeuse le Maroc Gate. Récemment, la Belgique, ou le code pénal belge, s'est doté d'un nouvel article qui criminalise les ingérences extérieures. Qu'est-ce que cela veut dire dans les faits, Maître Fermand? Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans les faits? Disons que là, ça dépendra évidemment de la politique des poursuites que le parquet va lancer, oui ou non, en cas d'ingérence étrangère. Je ne suis pas absolument sûr que si on veut appliquer cette disposition de façon, je dirais, un peu juste, hein, et de façon, je dirais, avec indépendance et impartialité, je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'administration américaine. Parce que bon, les ingérences majeures dans notre politique intérieure, on parle toujours d'un hacker chinois ou nord-coréen ou du
une action à gauche ou à droite enfin une prétendue action de la Russie. Mais bon, l'ingérence dans nos pays, c'est en premier lieu, évidemment, le gouvernement américain. Quand le ministre des Affaires étrangères belge de l'époque a fait savoir que pas tout à fait d'accord avec les thèses américaines sur l'Irak et avec l'invasion, enfin la guerre en Irak, le gouvernement suivant, il a été tout simplement écarté du gouvernement, et c'est un secret, je dirais, c'est pas un secret, hein, que c'est généralement connu que cela a été fait à la demande ou sous une légère pression des États-Unis. Donc, dans ce sens-là, cette loi, bon, oui, on vote une loi maintenant et on parle beaucoup de l'ingérence de ceci, de l'ingérence, évidemment, essentiellement chinoise, russe, etc. Mais en réalité, là aussi, c'est totalement deux poids et deux mesures, parce que l'ingérence vient principalement d'outre-Atlantique dans nos pays. Alors, bon, sur ces questions vous savez, du Qatargate et du Marokgate, etc., oui, évidemment, je suis sûr que des pays comme le Qatar et comme le Maroc font ce qu'ils peuvent pour essayer d'influencer et l'opinion publique et les décideurs politiques dans un sens favorable à leur politique. Comme d'ailleurs le font, vous le savez, 20 000 lobbyistes qui sont enregistrés. Donc il faut en plus compter tous ceux qui ne sont pas enregistrés, qui font quand même ce type de métier auprès des institutions européennes. Donc l'action ne m'étonne pas. Évidemment, elle est inacceptable, c'est clair. Mais en même temps, je trouve que bon, ce sur quoi il faut se focaliser, c'est sur l'information de l'opinion publique sur la situation au Sahara, le droit à l'autodétermination. Donc c'est le travail que Pierre Garand, que vous avez cité tout à l'heure, fait depuis des décennies, qui est le travail important. Et oui, le fait qu'on a maintenant ces gates, Marokgate et Qatargate, etc., c'est un peu, je dirais, un sommet de l'iceberg qu'on voit tous les jours à l'œuvre à Bruxelles et dont on sait que ça existe. Et c'est bien que c'est dénoncé, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas le nœud du problème. L'Europe ne prend pas ce type de position parce qu'à gauche ou à droite, les Marocains ou les Qataris distribuent une enveloppe. D'ailleurs, quand on regarde de près à quel parlementaire ils distribuent ça, c'est pas non plus, je dirais, les gens qui ont une influence prépondérante sur la politique européenne. La politique européenne est déterminée par des intérêts. Par les phosphates dont on a parlé tout à l'heure, par la pêche, les accords de pêche avec le Maroc, par les questions d'immigration, par les questions, je dirais, de contrôle de l'immigration marocaine en Belgique, etc. C'est ça les questions qui sont déterminantes. Pour moi, l'enveloppe qu'on distribue à gauche ou à droite à un parlementaire de troisième rang, je ne suis pas convaincu que c'est la question principale. Parce qu'il faut montrer les vraies causes et les vrais enjeux qui sont derrière et pas en faire trop, en tout cas, une question de parlementaires un peu douteux, je dirais, qui s'accordent un petit revenu supplémentaire. Donc pour moi, c'est vraiment montrer qu'il s'agit d'intérêts européens qui déterminent la politique européenne et que c'est au niveau de ces intérêts qu'il faut mener la lutte. Il faut refuser que les pays européens bénéficient du pillage des eaux du Sahara à travers l'accord de pêche avec l'Union européenne. C'est à ce niveau-là qu'il faut mener les luttes.
Maître Yann Fermant, je vais m'inspirer de votre réponse maintenant pour poser ma prochaine question à Monsieur Hayashi. Si je résume ce que vient de dire Maître Fermant, pour lui, il y a une histoire de diversion, au lieu d'aller dans le fond, dans la vraie question du Sahara occidental et comment la résoudre, alors on jette comme ça en plein jour cette affaire de Maroc Gate, Qatar Gate, Russia Gate, China Gate. Et autre chose qu'il a signalé très important, il a été constaté qu'en Belgique, les gens ou les députés que le Maroc a réussi à corrompre sont, je reprends les termes de Maître Fermant, ce sont des députés de troisième rang. Il s'agit en l'occurrence, par rapport au dernier rebondissement, de la députée régionale bruxelloise qui est d'origine marocaine et qui s'appelle Latifa Ait Baala, et le député fédéral qui s'appelle Hugues Bayet. Est-ce que c'est une véritable diversion? On a signalé aussi, comme ça on va vite, on a signalé tout à l'heure le code pénal belge qui a donc apporté un nouvel article pour cadrer un peu les ingérences internationales ou extérieures. Encore une fois, pour Maître Fermant, est-ce que la petite Belgique, elle va pouvoir aussi utiliser cet article quand il s'agit de l'ingérence américaine? Je vais laisser à Maître Fermant la responsabilité de son point de vue. Ce n'est pas le mien, absolument pas. Il faut prendre les choses comme elles sont et faire les précisions qui s'imposent. Le régime marocain, expert en la matière de corruption, de chantage et tutti quanti, a installé une véritable machine de guerre à l'intérieur du Parlement européen. Ce n'est pas petit. Il s'agit du Parlement européen, c'est-à-dire c'est la représentation populaire des peuples européens. Et aller vouloir soudoyer des représentants du peuple, c'est dans beaucoup de pays un crime. C'est le crime de celui qui reçoit, mais c'est surtout de celui qui l'organise. Et on a vu pour peu de choses, pour beaucoup moins, on a entendu de condamnations depuis déjà des dizaines d'années quand il s'agit d'un pays africain ou d'un pays du Sud global, comme on dit. Là, c'est tout de suite, c'est un pays corrompu, c'est une personnalité politique corrompue, c'est un gouvernement corrompu. Mais il s'agit bien bel et bien de corruption. De partis politiques et de personnalités politiques européennes. C'est une agression caractérisée du régime marocain, de l'État marocain contre des États européens. Il ne s'agit même plus d'un seul État, de beaucoup d'États qui sont rassemblés dans cette institution majeure de la configuration de l'Union européenne. Et par conséquent, on ne peut pas minimiser les choses en disant non, il s'agit bel et bien d'une entreprise délibérée, organisée, dont le but de pouvoir détourner, parce que les députés européens sont la volonté populaire européenne, de vouloir détourner la volonté populaire européenne au bénéfice d'un seul État, en l'occurrence le Maroc, pour qu'on puisse ne pas, évidemment, d'abord l'accuser sur la drogue qu'il déverse par des milliers de quintaux contre la jeunesse européenne, mais aussi le terrorisme dans le temps organisé, aujourd'hui l'espionnage des plus hautes personnalités européennes par un logiciel acheté chez son complice israélien, et beaucoup de choses. Et je n'en veux pour preuve, vous venez de le rappeler, que cette nouvelle entité juridique qui vient d'être créée, ce n'est pas peu de choses. Ça me donne l'occasion de saluer le courage intellectuel des journalistes européens et belges en particulier qui n'ont pas accepté les pressions qui ont certainement été exercées contre eux, mais qui sont allés jusqu'au bout de leurs investigations et qui ont finalement, j'allais dire, dénoncé la bête. Et puis, il y a aussi ces merveilleux magistrats européens et belges en particulier qui ont eu le courage de dire ce qu'il fallait dire d'abord sur la spoliation des ressources naturelles européennes. Nous attendons l'arrêt définitif de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les spoliations. Tous les accords, tous les énoncés juridiques qui ont été faits jusqu'à maintenant sont en faveur du Front Polisario. Des énoncés magnifiques, Madame Lefebvre, non seulement dans leur partie juridique, mais dans leur partie politique.
ce qui est innovant. Ça donne le droit au Front Polisario d'être reconnu comme étant le représentant légitime du peuple sahraoui. On parle du peuple sahraoui quand cette notion sociopolitique est elle-même, j'allais dire, occultée par le régime marocain et ses complices européens. On parle même de la faculté pour le Front Polisario d'ester en justice tout État ou toute entreprise qui viendrait à contrevenir aux règles du droit international, qu'il soit commercial ou diplomatique. Et par conséquent, le Maroc au Guet, ça a été fait avec l'argent du Qatar, mais en fait ça a bénéficié au Maroc. Et donc le Maroc au Guet, la drogue, le terrorisme, l'immigration clandestine, qui sont des menaces récurrentes contre l'Europe, par l'intermédiaire de l'Espagne qui la porte sud de l'Europe. Et le Maroc au Guet et Pegasus, bien entendu. Tout ça, ça fait un peu trop. Laissez-moi m'étonner d'une chose, Madame Lefebvre. Laissez-moi m'étonner d'une chose. S'il s'agissait d'un autre pays qui aurait fait le 100e de ce qu'a fait le Maroc contre l'Europe, l'Algérie a écopé, alors qu'elle n'a rien fait du tout, mais elle a écopé de plusieurs résolutions qui l'a condamné pour je ne sais quel truc, entre autres la liberté d'expression. Alors que maintenant, on expulse, ou du moins on interdit d'exercice, le correspondant de Russia Today ou de Sputnik en Europe. Ça ne s'appelle pas la liberté d'expression, non, ça ne fait rien. Toujours le double standard dont parlait mon ami Zine Sharfawi. Et par conséquent, ces leçons de morale qu'on voudrait nous donner à longueur d'année pour les gens du Sud, je voudrais bien qu'on les applique. Moi, je suis de ceux maintenant qui attendent, mais très fermement, Madame von der Leyen et toute son équipe, s'ils vont respecter leur propre justice, les énoncés de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les accords d'association avec le Maroc, et on va voir s'ils vont respecter les énoncés de la justice belge en ce qui concerne le Maroc au Guet et cette dernière affaire qui ressurgit, qu'il ne faut pas minimiser. Tout simplement, ça plante le décor d'un État qui est décidé à utiliser tous les moyens possibles, imaginables, malveillants contre ce supposé être allié européen. Parce qu'avec Pegasus, on a fait qu'espionner ses propres alliés. L'Algérie, ses dirigeants et ses personnalités ont été également. Mais l'utiliser contre ceux qui vous aident, vous voyez un peu le niveau de duplicité et d'immoralité dont sont capables les responsables marocains. Zine Sharfawi, quand il s'agit de corruption commerciale, c'est une chose, mais quand il s'agit d'un État qui tente ou qui corrompt un haut fonctionnaire, j'allais dire, c'est grave, docteur? Oui, c'est extrêmement grave. Moi, je voulais juste dire par rapport à... L'un n'empêche pas l'autre. L'attitude conciliante de l'Union européenne vis-à-vis du Maroc, effectivement, comme vient de le dire Maître Fermont, elle est guidée par des intérêts, par une raison d'État particulière. Donc, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais en même temps, le Maroc met en place une stratégie d'ingérence qui est à très grande échelle. Alors, il mobilise des moyens importants pour les besoins de cette ingérence. D'ailleurs, permettez-moi de vous signaler que l'affaire est en train de rebondir parce que la justice belge a ouvert la semaine dernière une nouvelle information judiciaire sur un nouveau réseau d'ingérence ou sur une nouvelle tentative d'ingérence. Ça veut dire que le Maroc revient à la charge et qu'il n'est pas prêt de s'amender. Alors, rien qu'en 2022, 2021, 2022, alors le Maroc a mobilisé à peu près 1,2 million d'euros pour corrompre des députés du Parlement européen. Mais moi, ça m'inquiète parce que le Parlement européen aussi, c'est vrai que les grandes décisions européennes se prennent aussi dans d'autres lieux de pouvoir, mais le Parlement européen, c'est aussi un lieu de pouvoir qui a pour but aussi de dessiner la politique extérieure de l'Union européenne. Et donc, lorsque l'on corrompt
les parlements européens, ben forcément, moi je ne m'attends pas à ce qu'ils soient sensibles à la question du Sahara occidental. Mais au-delà, moi ce qui m'inquiète aussi, on ne va pas jeter le discrédit sur toute la classe politique européenne, mais une partie de la classe européenne est corrompue. Et maintenant, moi, personnellement, je comprends aussi un peu le caractère un peu anachronique, le caractère scandaleux de certaines décisions. Donc, effectivement, donc, vous avez aujourd'hui un Maroc qui est extrêmement offensif, qui a des réseaux d'ingérence en Belgique, qui a des réseaux d'ingérence en Italie, il a des réseaux d'ingérence. On n'est plus dans le lobbying classique qui consiste à essayer de convaincre quelqu'un de vous appuyer sur une option particulière. On est dans l'achat de personnel politique. On n'est même plus dans le lobbying traditionnel. On est dans la corruption politique, et une corruption politique à grande échelle. Et donc maintenant, on comprend pourquoi l'impunité, pourquoi ce que fait le Maroc au Sahara occidental et ce qu'il fait chez lui est couvert d'un grand voile d'impunité, parce que les gens sont tout simplement achetés. Et quand ils ne sont pas achetés, on leur donne des cadeaux, on les invite dans des hôtels 5 étoiles ou dans des palaces, ils passent des mois entiers, etc. C'est le cas, par exemple, du député français qui s'appelle Pargneux, je crois, qui a mis même en place d'abord qui soupe avec le responsable des services de renseignement marocains, mais qui est chargé aussi de rameuter ou de corrompre d'autres députés pour qu'ils changent de position sur la question du Sahara occidental. C'est extrêmement grave. Ça montre qu'il y a une classe politique européenne qui est non seulement qui est corrompue, mais en même temps elle est à des niveaux décisionnels qui peuvent faire basculer une question d'un côté comme de l'autre. Et là, moi, je trouve que c'est extrêmement grave et extrêmement inquiétant. Oui, vous voulu dire certainement Gilles Pargneux, qui était, il n'est plus député européen. Oui, il ne l'était plus, mais il était président d'une association, d'un groupe d'amitié d'abord entre le Maroc et l'Union européenne, et aussi président d'une association MED-A quelque chose, et donc il consistait, en fait c'était un cabinet de lobbying, mais qui était payé. Il a été épinglé, je pense, par la justice française. Il a été épinglé. Aussi, et je poserai ma question maintenant à Maître Yann Fermand. Maître, franchement, vous êtes avocat, que risquent les deux députés belges, en l'occurrence Mme Aïdbala et M. Bayet, en sachant que le parquet général de Bruxelles a ouvert une information judiciaire récemment? Bon, ça c'est extrêmement difficile à dire pour le moment, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le dossier, on ne sait pas comment les juridictions vont réagir. Donc, bon, voilà, je trouve que c'est très compliqué de faire des prévisions sur une telle question, d'autant plus que c'est une enquête en cours et que je n'ai évidemment pas accès au dossier. Par contre, par rapport à la discussion précédente, je crois que donc, le problème n'est pas de minimiser ou de ne pas minimiser, mais je pense que le problème est de faire en sorte que le public, parce que si on veut combattre cette influence marocaine, si on veut faire en sorte que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui soit enfin respecté, il faut que le public comprenne ce qui est réellement en cause là. Et donc, je comprends que cette affaire peut être un peu vue différemment je dirais, du côté sud de la Méditerranée ou de Belgique, dans la mesure où, évidemment, c'est inacceptable si un gouvernement essaye de corrompre des députés d'un autre gouvernement, etc. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais si le message au public devient toute cette affaire a été où la position de notre pays est ce qu'elle est parce qu'on a distribué à gauche et à droite de l'argent, ça, ce n'est pas la réalité. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où le public dans nos pays comprend ce qui sont les vrais enjeux. Et donc, ces enjeux-là sont évidemment des intérêts profonds, des intérêts structurels
et si le public pense qu'en réalité, c'est essentiellement une question d'enveloppe distribuée à gauche ou à droite, on se trompe. Et on ne peut pas, sur cette base-là, mener une véritable mobilisation pour le droit à l'autodétermination. Parce qu'à ce moment-là, on dira, oui, mais puisque la justice était intervenue, c'est réglé, le problème est réglé. Ben non, le problème ne sera pas réglé. Même si ces députés qui ont accepté de l'argent sont condamnés, sont bannis de la vie politique, etc., non, le problème ne sera pas réglé. Parce que les questions d'intérêt, notamment au niveau de la pêche, au niveau des phosphates, au niveau de la coopération en matière d'immigration, etc., resteront exactement les mêmes. Hein. Et donc, je pense que j'ai voulu mettre en garde contre cet aspect-là. Hein. Évidemment, c'est scandaleux quand le Maroc utilise Pegasus pour, comme les Israéliens, les Américains le font, pour espionner nos responsables politiques. C'est évidemment inacceptable. Mais pour moi, les bases d'une véritable solidarité et d'une véritable prise de conscience au niveau du public qui permet de faire bouger les choses, c'est de montrer les intérêts, je dirais, profonds, les intérêts importants qui sont en jeu, et d'expliquer au niveau du public que, ben oui, il faut refuser le pillage des eaux du Sahara, et que c'est à ce niveau-là que ça se situe. Et ça, c'est pas quelques députés, ça c'est la Commission, c'est Mme van der Leyen, c'est le gouvernement belge, c'est les gouvernements des différents pays de l'Union européenne. Et donc, je ne pense pas qu'on peut permettre à ces gens-là de se dédouaner de leurs responsabilités sous le prétexte que c'est quelques corrompus qui auraient été à l'origine de tous les problèmes. Ce n'est pas vrai. Le problème se situe à un niveau beaucoup plus élevé. Le problème se situe au sommet, et c'est un problème qui concerne les intérêts fondamentaux de certaines, pas du public européen évidemment, mais certains intérêts économiques essentiellement et politiques, mais qui sont beaucoup plus, qui sont d'une autre nature qu'une députée bruxelloise. Et c'est pas pour minimiser, mais je pense qu'il faut vraiment mettre les responsabilités là où ils sont, et dire à nos responsables, d'accord, il y a des corrompus, d'accord, il faut agir, mais en même temps, une fois que les corrompus sont alors en prison, qu'est-ce qui va à ce moment-là se faire ? Comment est-ce que vous allez vous comporter à ce moment-là ? Et je vois que dans nos pays, je comprends que c'est vu différemment de l'autre côté de la Méditerranée, mais dans nos pays, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut porter la discussion avec le public. Et donc, oui, dans ce sens-là, je crois que les gates sont un peu, je dirais, instrumentalisés pour présenter le problème comme étant, ou présenter les questions comme étant un problème de quelques pourris, qui sont effectivement pourris, c'est réel, mais en même temps, la ministre des Affaires étrangères belge, Adel Habib, le ministre-président wallon, qui eux, soi-disant, ont les mains propres, peuvent aller claironner partout que le plan marocain d'autonomie est une bonne base de discussion, etc. Et donc, ils peuvent se présenter grâce à cet accent unilatéral sur des questions comme le Maroc-Gate comme étant les gens raisonnables qui vont tenir les discussions raisonnables et qui vont essayer de trouver une solution raisonnable à toute cette problématique. Alors qu'en réalité, ils ne font rien d'autre que de perpétuer ou de consolider l'emprise marocaine sur le Sahara, et donc ils sont complices pour des intérêts économiques et politiques très clairs, ils sont complices
du refus ou de l'impossibilité pour le peuple sahraoui de réaliser son autodétermination. Et c'est sur cette question-là que je voulais porter l'attention, et que c'est pour cette dérive-là, ou pour cette instrumentalisation-là, que je voulais mettre en garde. Maître Fermand, merci beaucoup pour cette clarté. Je vais donner un dernier mot de conclusion à Monsieur Hayachi, et je rappelle juste que Maître Fermand voulait parler du président du parti MR wallon, qui s'appelle Georges-Louis Boucher, qui est du même parti que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Mme Hadja Labib, et que pour eux, toutes les solutions sont à discuter. Un dernier mot, M. Hayachi. Oui, je voudrais tout simplement demander à... On parle surtout de l'Union européenne, on en a parlé dans les grands trucs. Je voudrais que l'Union européenne quand même revienne, puisque c'est catégorisé comme étant un espace de démocratie, de droits de l'homme, de respect du droit international, qu'il respecte ce propre droit international qui a été d'une certaine façon quand même tracé par ces mêmes États occidentaux. Zine Cherfaoui, un dernier mot pour conclure. Oui, un dernier mot. Nous avons insisté sur ce cas de corruption qui concerne une dizaine de députés, pour mettre en relief un peu le réseau d'ingérence ou le travail qui est fait par le Maroc pour corrompre la classe politique européenne. Mais je l'ai dit en début d'émission, le problème du Sahara occidental ne se limite pas à ces 10 personnes. Hein. C'est un Conseil de sécurité de l'ONU qui est bloqué parce qu'il y a des États aussi qui empêchent que toute solution au conflit du Sahara occidental. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons aussi qu'il y a de gros intérêts, et c'est au nom de ces intérêts, justement, que l'on sacrifie, justement, le sort de tout un peuple qui est celui du Sahara occidental. Merci en tout cas pour tous les trois. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir été avec nous. J'ai besoin de dire aussi un tout grand merci à l'équipe du CIP qui m'a accompagnée dans cette émission. Un merci aussi à Madame Rima Kemal qui m'a aidé à préparer cette émission. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.